Sous un camp allemand, des prisonniers avancent dans le noir. Au-dessus d'eux, les miradors ne voient rien. Ils ne franchissent pas le mur. Ils le rendent inutile, centimètre après centimètre, sous la terre. Voici cette évasion incroyable, racontée jusqu'aux détails qui changent tout. On remonte jusqu'au 1-1, le plus incroyable. Le piège, c'est de croire qu'une prison tombe par force. Souvent, elle cède à la patience, au théâtre ou à une erreur. Casanova joue avec les toits de Venise. À Alcatraz, des visages immobiles dorment à la place des hommes. À Maz, l'organisation compte autant que l'audace. À Libye, le sol devient une issue que personne ne surveille vraiment. À la fin, vous saurez comment 7 détenus ont transformé des murs réputés infranchissables en simples décors. Numéro 7, Casanova sous les toits. Venise dort entre le 31 octobre et le 1er novembre 1756. Au palais des Doges, Giacomo Casanova est enfermé dans les plombs, la prison installée sous la toiture de plomb. Ce n'est pas un cachot au ras de l'eau, c'est une prison perchée au-dessus du cœur politique de Venise. La révélation est presque absurde. Casanova ne cherche pas la lagune, il vise le plafond. Avec le moine Marino Balbi, son compagnon d'évasion, il prépare une sortie verticale, lente, risquée, impossible à improviser. Ils percent au-dessus d'eux, dans le silence. Chaque bruit peut réveiller les gardiens des inquisiteurs d'État. Une fois le passage ouvert, ils se hissent dans les combles. La prison devient un labyrinthe de poutres et de tuiles. Puis vient le moment le plus fou. Marcher sur le toit du palais des Doges, au-dessus de Venise. Ils ne sont pas encore libres. Ils doivent redescendre dans le palais, même qui les retient prisonniers. Au matin, selon le récit de Casanova, un employé les prend pour des visiteurs enfermés par erreur. Ils sortent alors par les espaces publics du pouvoir vénitien. Pas par un égout, mais presque par la grande porte. Casanova disparaît dans Venise, puis hors de la ville. Sa légende naît là, une évasion par le sommet du pouvoir. Numéro 6, le tunnel de Libye. Après Venise, direction Richmond, Virginie, en février 1864, au cœur de la capitale confédérée. La prison de Libye occupe un ancien entrepôt de tabac. Derrière ces murs, des officiers de l'Union attendent, surveillés en territoire ennemi. Parmi eux, le colonel Thomas E. Rose observe le bâtiment autrement. Pas comme une cage, mais comme un problème d'ingénieur. La révélation est folle. Ils ne vont pas franchir les murs. Ils vont passer dessous, en pleine capitale confédérée. Sous Libye, un sous-sol redouté sert de point de départ. Les prisonniers l'appellent Rat Hell, un nom qui dit tout. La nuit, les hommes creusent à tour de rôle. Les outils sont pauvres, le silence devient une discipline de survie. Le plus dur n'est pas seulement d'avancer. Il faut cacher la terre, les traces, les absences et jouer la normalité chaque matin. Dehors, Richmond continue la guerre. Dedans, une opération souterraine s'organise, presque comme une chaîne de production clandestine. Dans la nuit du 9 au 10 février 1864, le passage est prêt. Les officiers se glissent un par un dans le noir. Puis l'incroyable se produit. 109 hommes sortent de la prison. Pas par une porte, mais par un trou vers la nuit. Ils se dispersent dans Richmond, puis vers les lignes de l'Union. Certains réussissent, d'autres sont repris, mais l'évasion entre dans l'histoire. Le tunnel de Libye montre une chose. Parfois, disparaître n'est pas un miracle. C'est une organisation froide, patiente, collective. Le prochain est encore plus fou. Un homme recommence encore et encore. Numéro 5, l'homme aux 4 évasions. Au Japon, Yoshie Shiratori entre en prison dans les années 1930 et refuse d'y rester. En 1936, il est détenu à la prison d'Aomori. Son nom circule déjà dans les couloirs, mais pas encore comme une légende. La première fuite tient presque du geste minuscule. Shiratori profite d'une faille, manipule une serrure et disparaît hors de sa cellule. Il est repris, mais au lieu de clore l'histoire, cette arrestation ouvre une mécanique étrange. Chaque prison devient un nouveau problème à résoudre. À Akita, la surveillance se durcit. Les gardiens pensent avoir affaire à un détenu dangereux, pas à quelqu'un qui observe tout. Le détail choc, c'est la patience. Selon les récits, il aurait utilisé la corrosion et le temps contre ses entraves et les fixations. En 1942, il s'évade encore.
Ce n'est plus une fuite isolée, c'est une réputation qui se construit, barreau après barreau. Puis vient Abashiri, sur Hokkaido, l'une des prisons les plus redoutées du Japon. Le froid, l'isolement, la discipline, tout y pèse. On renforce les mesures autour de lui. Shiratori, lui, exploite son corps, les routines et les angles morts du système. En 1944, il s'échappe une troisième fois. Dans l'histoire pénitentiaire japonaise, son cas devient presque impossible à classer. Après-guerre, à Sapporo, il est encore enfermé. En 1947, il réussit une quatrième sortie dans un Japon bouleversé par la défaite. Le vrai vertige n'est pas qu'il ait fui, c'est qu'il recommence 4 fois, comme si chaque mur n'était qu'une question de méthode. Le prochain est encore plus fou. Cette fois, l'évasion devient une opération collective. Numéro 4, la prison de Maze. Le 25 septembre 1983, près de Lisburn, l'un des sites les plus surveillés d'Irlande du Nord bascule. Dans le bloc H7, 38 détenus de l'IRA provisoire attendent le bon moment. Dehors, les troubles déchirent encore le pays. La révélation choque Londres. Ils ne s'évadent pas d'une petite prison. Ils percent une prison de haute sécurité, conçue pour les contenir. Le plan commence à l'intérieur. Des armes sont introduites clandestinement, puis utilisées pour prendre le contrôle du bloc et neutraliser les surveillants. Les détenus saisissent des uniformes et déplacent des otages. Le chaos devient leur outil, parce que chaque minute brouille la chaîne de commandement. Un camion de livraison alimentaire devient la pièce centrale. Dans Maze, le véhicule qui sert la routine sert soudain la fuite. Au poste d'entrée, tout se joue dans la confusion. Les prisonniers tentent de franchir les contrôles avant que l'alerte ne se referme. L'évasion est violente. Le surveillant James Ferris meurt pendant l'opération et plusieurs membres du personnel sont blessés. Puis le chiffre tombe, 38 hommes sont dehors. Pour les autorités britanniques, l'humiliation est immédiate et publique. Très vite, la chasse commence. Hélicoptères, barrages, contrôle. L'évasion quitte les murs de Maze et envahit toute l'actualité. Certains évadés sont repris rapidement, d'autres disparaissent plus longtemps. Mais le symbole, lui, est déjà impossible à rattraper. Maze devient un séisme politique mondial, une évasion collective pensée comme une opération. Le prochain est encore plus fou. Cette fois, le ciel entre dans le plan. Numéro 3, le commando en hélicoptère. Après Maze, on quitte les tunnels. En France, Pascal Payet regarde vers le ciel. Le 12 octobre 2001, Payet est détenu à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Une journée ordinaire bascule en quelques secondes. Un hélicoptère approche. Pas comme un appareil de secours, comme un outil d'extraction, précis, brutal, préparé. Payet monte à bord et disparaît dans les airs. L'évasion ne dure pas une nuit. Elle dure le temps d'un atterrissage. Le détail choc, c'est que ce n'est pas un coup isolé. Payet devient associé à plusieurs évasions aériennes, pas seulement la sienne. En 2003, alors qu'il est en cavale, il participe à l'évasion par hélicoptère d'autres détenus à Luynes. Le scénario se répète. La méthode est moderne. Pas de tunnel à creuser, pas de mur à franchir lentement. On transforme la prison en piste d'envol. Mais l'hélicoptère impose aussi une faiblesse. Il faut un pilote, un point de prise, une fenêtre météo et une fuite immédiate au sol. Payet est repris, jugé, puis incarcéré à Grasse. Pour beaucoup, l'histoire devrait s'arrêter là. Le 14 juillet 2007, jour de fête nationale, un hélicoptère est détourné. Des hommes armés viennent chercher Payet à la prison de Grasse. Il s'évade encore par les airs, 2 fois pour lui-même et une trace directe dans l'évasion d'autres détenus. C'est rarissime. Voilà l'évasion moderne par excellence. Rapide, spectaculaire, presque cinématographique. Le prochain prouve qu'on peut disparaître sans décoller, avec de simples visages factices. Numéro 2, Alcatraz et les faux visages. Dans la nuit du 11 juin 1962, la baie de San Francisco est froide, noire, silencieuse. Dans le pénitencier, Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin semblent dormir. Les gardiens ne voient que des silhouettes sous les couvertures. Mais sous ces couvertures, il n'y a pas des hommes. Il y a des têtes factices, modelées pour tromper une ronde de nuit. Le détail est presque absurde.
L'une des prisons les plus surveillées d'Amérique est dupée par du plâtre, du savon et des cheveux. Depuis des mois, les hommes creusent autour des grilles d'aération, derrière leurs cellules. Le bruit est masqué par l'accordéon de Maurice. Ils percent assez pour rejoindre un couloir technique. Derrière le mur, la prison révèle un second monde, étroit et invisible. Dans cet espace caché, ils bricolent aussi leur sortie finale, un radeau et des gilets fabriqués avec des imperméables volés. Le 11 juin, tout s'aligne. Maurice et les frères Anglin quittent leurs cellules, montent vers le toit, puis disparaissent dans la nuit. Au matin, l'illusion s'effondre. Les gardiens découvrent les faux visages, les trous dans les murs et 3 lits vides. L'évasion, elle, ne fait aucun doute. Ce qui manque, c'est la preuve de leur mort, ou de leur arrivée sur la rive. Le FBI conclut plus tard qu'ils se sont probablement noyés, mais aucun corps confirmé ne vient fermer l'histoire. Voilà le mystère ultime. L'évasion est prouvée, la survie reste ouverte. Le prochain enterre l'idée même d'un simple trou dans un mur. Numéro 1, la Grande Évasion. À Jagagne, alors en Allemagne nazie, le Stalag Luft 3 dort sous la neige le 24 mars 1944. Dans les baraques, des aviateurs alliés attendent un signal. Sous leurs pieds, des mois de travail clandestin convergent vers une seule ouverture. Le plan dépasse le simple tunnel. Les prisonniers en creusent 3, avec des noms presque banals. Tom, Dick et Harry. Tom est découvert par les Allemands. Dick sert autrement. Harry devient la voie de sortie, étroite, profonde, dangereusement lente. Il fabrique des faux papiers, des vêtements civils, des cartes. Dans un camp surveillé, chaque couverture devient un atelier secret. Le détail fou, c'est l'échelle. Ce n'est pas une fuite improvisée, c'est une opération collective, presque militaire, sous les yeux des gardiens. Dans la nuit du 24 au 25 mars, les hommes glissent un par un dans Harry. L'air manque, le temps s'effondre. À la sortie, mauvaise surprise. Le tunnel n'atteint pas vraiment la forêt. Chaque silhouette doit ramper à découvert avant de disparaître. 76 prisonniers passent quand même. Derrière eux, le camp découvre l'une des évasions les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Mais la traque est massive. La plupart sont repris dans les jours suivants, sur les routes, dans les gares, loin de Jagagne. Puis vient l'horreur. 50 évadés repris sont exécutés par la Gestapo sur ordre nazi. 3 seulement réussissent à gagner la liberté. La Grande Évasion reste donc le sommet. Une prouesse d'organisation devenue mythique et une victoire morale payée au prix du sang. 7 prisons, 7 failles. Des toits de Venise au tunnel de Stalag Luft 3, chaque mur avait son angle mort. Vous avez maintenant la carte des méthodes. Déguisement, tunnel, diversion, faux visage, organisation et sang-froid. L'évasion la plus folle reste. D'accord ? Sauvegardez cette vidéo comme référence, partagez-la et abonnez-vous pour les prochaines histoires impossibles.